Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les podcasts de la Chambre L, podcast numéro 8, créer son couple et le faire vivre. Donc, dans les podcasts précédents, on a vu comment être quelqu'un de bien, bien dans son corps, bien dans sa tête, heureux, comment aborder quelqu'un et obtenir un baiser pour créer l'envie d'être en couple. On a vu ce qu'était un couple et ce qu'il est censé vous apporter, ainsi que la chimie qui va avec le couple. Maintenant, on va s'intéresser aux quelques rendez-vous qui sont censés suivre cet état de rencontre jusqu'à l'état où vous décidez que le couple peut perdurer et que vous êtes bien ensemble. Donc, vous savez pourquoi vous voulez former un couple, puisqu'on en a parlé, ce qu'il est censé vous apporter. On va s'assurer donc que la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas avec qui vous espérez créer un couple, est la bonne personne. Donc, vous l'avez abordé, vous avez eu un contact physique, vous l'avez touché la main, vous avez eu un baiser, vous vous êtes donné un ou plusieurs rendez-vous, et vous donnez de l'attention à votre partenaire. C'est-à-dire que vous lui avez cédé sur certains points, ce qui lui a permis de vous montrer que ses efforts et le fait d'être là, d'être une bonne personne vous importe, que vous vous laissez aimer et que vous l'aimez en retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas en compétition pour savoir lequel des deux aime le plus l'autre, mais bien que vous avez à montrer à quel point vous aimez réellement et concrètement votre partenaire. En parlant des rendez-vous, vous l'avez bien sûr pris le soin d'y être ponctuel. Si vous êtes en retard, vous donnez une mauvaise image de vous à votre partenaire avant même d'être arrivé au rendez-vous. Donc, quel que soit ce qui vous retarde, il vous appartient d'anticiper et de partir suffisamment tôt pour être légèrement en avance. Dans le malheureux cas de figure où vous vous rendez compte que vous seriez en retard, n'hésitez pas à prévenir de votre retard aussitôt que vous vous rendez compte que vous serez à la bourre. Ne mentez pas, ne trichez pas et ne déformez pas la réalité. Admettez juste que vous êtes en retard et donnez une estimation correcte du temps qu'il vous faut pour arriver. Si vous savez à l'avance que vous risquez d'être en retard, prévenez l'autre dès que vous le savez, par délicatesse. En effet, si vous êtes celui qui attend, il vous appartient de prévenir l'autre que vous êtes au point de rendez-vous et à l'heure. Selon sa réponse, s'il vous a prévenu de son retard ou non, vous pourrez lui faire remarquer son manque de correction en espérant que ce ne soit que la première et la dernière fois que ça arrive. D'un autre côté, vous pouvez en faire fi si le retard n'est pas trop important à vos yeux. Mais honnêtement, je pense que si votre partenaire a plus de 10 minutes de retard, c'est important de lui notifier que c'est pas cool. Après, c'est à vous de gérer et à vous de voir à partir de quel moment vous estimez qu'il se moque de vous et à quel moment c'est encore acceptable. Toujours est-il que celui qui attend ressent le manque de respect qui lui est infligé et peut très vite s'en agacer. Si en prime le retardataire n'est pas présentable tandis que l'autre s'est mis en valeur, le manque de respect est encore plus flagrant. Et ça peut définitivement nuire à l'image du retardataire. Sachez que vous pouvez détruire le couple que vous essayez de construire rien qu'à cette étape-là. Les impondérables sont à prendre en compte, on est d'accord. Il arrive qu'on parte dans les temps et qu'en chemin on se retrouve bloqué pour une raison totalement indépendante de notre volonté. Pareil, prenez un instant pour prévenir l'autre, surtout si le retard pourrait être important. Sinon, contentez-vous d'une explication de vive voix lorsque vous arrivez à votre rendez-vous. La bienséance autorise une dizaine de minutes de retard avant d'être considéré comme grossier. N'en abusez pas, préférez vous arranger pour être en avance, avec le sourire, ça donne envie de passer du temps avec l'autre. Donc, vous passez du temps avec votre partenaire, ne lui mentez jamais, sur aucun sujet, parce que le mensonge est le pire des défauts que vous pourriez avoir. En effet, mentir implique d'avoir d'autres mensonges pour justifier ce qui a déjà été dit ou ce que vous faites. Et malheureusement, la vérité finit toujours par refaire surface. Ayez conscience que le jour où votre partenaire
réalisera qu'un seul de vos dires est un mensonge, vous lui aurez donné le droit légitime de douter de tout ce que vous auriez pu lui dire jusqu'à maintenant, et de tout ce que vous allez lui dire par après. Donc, prenez soin de réaliser chacune de vos promesses, tout comme de ne pas promettre ce que vous êtes incapable de réaliser. Donc, au gré de vos 2, 3, 4 rendez-vous, vous avez fait plaisir à votre partenaire, que ce soit en acceptant ses cadeaux ou en lui en faisant, ou plus simplement en étant présent auprès de lui, en étant doux, gentil et agréable à côtoyer. Bien sûr, vous n'avez pas oublié de lui faire des compliments, eu des mots gentils sur sa beauté, sa gentillesse, sa tendresse. En gros, vous aurez fait en sorte que l'autre se sente glorifié, et ce de manière régulière. Parce que c'est bel et bien ce que votre partenaire attend de la relation, à savoir se croire et se considérer extraordinaire à vos yeux. Et c'est le cas, parce que la personne qui accepte de partager une partie de sa vie avec vous est extraordinaire. Elle n'est pas ordinaire, au même titre que vous êtes extraordinaire et le serez encore à ses yeux. Les personnes ordinaires, c'est les autres personnes, c'est les amis, c'est les vagues connaissances. Mais la personne qui a envie intimement et profondément d'être et de rester avec vous est extraordinaire. Ceci dit, si vous ne dites rien à l'autre, donc que vous ne lui faites pas de compliments, que vous ne lui notifiez pas que vous êtes bien avec lui, il y a des chances qu'il se sente impuissant à pouvoir vous le dire aussi. Et donc, dans le doute, il va avoir du mal à vous faire des compliments, puisque vous ne lui en faites pas non plus. De même, savoir dévoiler ses sentiments, et ce sans attendre de réponse de la part de l'autre, est quelque chose de positif, parce que l'autre ne s'exprime pas forcément avec des mots. On l'a déjà dit, c'est l'attitude, le comportement, la gentillesse, la douceur qui peuvent s'exprimer. Mais si l'autre est conscient que vous osez exprimer ce que vous avez sur le cœur, et donc de mettre des mots sur des sentiments que vous avez pour lui, ça va le soulager dans un poids sur le fait de... Comment je vais vous expliquer ça ? Si vous lui dites ce que vous avez sur le cœur, vous lui ouvrez la porte à pouvoir dire lui-même ce qu'il a sur la conscience, et donc de vous dévoiler ce qu'il ressent réellement pour vous. C'est quelque chose qui peut être pesant quand on ignore ce que l'autre ressent pour soi. Donc faites l'effort d'être le premier à être honnête, ça invitera l'autre à l'être également. N'hésitez pas à lui laisser le temps de réaliser que vous êtes sincère et prêt à l'attendre, et acceptez-le tel qu'il est. Ceci dit, il y a une différence entre attendre qu'il vous donne ses sentiments et ne rien dire. C'est-à-dire que si vous dévoilez vos sentiments à votre partenaire, il est possible qu'il lui faille un jour ou deux pour réaliser, concrétiser, mettre des mots sur ses envies et oser vous dire quelque chose, que ce soit verbalement ou par SMS ou par un email. Et voilà, quand il se sera exprimé, remerciez-le et chérissez-le. Par contre, si vous voyez qu'au bout de 2, 3, 4 jours, il n'y a pas réagi d'une manière ou d'une autre et qu'il ne s'est pas exprimé sur ses propres sentiments, c'est qu'il y a potentiellement un problème dans le couple. Il faut savoir que recevoir des compliments semble être une chose aisée, mais il n'en est rien. On n'est pas habitué à recevoir des compliments ou des marques d'attention, à part de la famille proche et de nos amis, des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Mais un inconnu qui fait irruption dans notre vie, qui veut former un couple et qui donne des compliments sans forcément attendre quelque chose en retour, juste pour signifier la réalité qu'il ressent à l'autre, c'est étrange. Cependant, la société actuelle prône plus une attitude de compétition, ne laissant que peu de place à l'entraide ou à la compassion. Certaines personnes ne sont pas sincères et flattent l'autre dans le but inavoué d'en recevoir des faveurs. Un compliment de la part de quelqu'un qui s'installe dans votre vie peut paraître une tentative pour vous amadouer. Le partenaire peut craindre de croire que ce ne soit qu'un compliment, un mot pour combler du vide. Si celui-ci est exprimé d'une façon naturelle et de manière répétée, le compliment commence à prendre du sens et une certaine crédibilité. Donc, soyez vraiment honnête quand vous dites ce que vous avez à dire à votre partenaire ou futur partenaire. Dans la liste des compliments qu'il convient de faire à l'autre, vous pouvez souligner que sa tenue le met en valeur, qu'il est plus beau que ses bijoux,
qui lui vont en ravir d'ailleurs. Si votre partenaire pousse la chansonnette, accompagnez-le, parce que le ridicule ne tue pas. Vous pouvez chanter au moins aussi faux que lui, et dans ce cas, vous lui donnerez même de la confiance en lui. À la limite, tout est prétexte à un compliment. La moindre tentative, le moindre essai, la moindre chose que votre partenaire fait peut être source d'un compliment. Évidemment, au gré de vos rencontres, et même lorsque votre partenaire vous appelle ou qu'il vous envoie un texto ou quoi que ce soit, vous vous arrangez pour être dévoué à votre partenaire et présent pour l'aider, quelle que soit sa demande. Et vous le faites évidemment avec le sourire et la bienveillance. En retour, il partage avec vous ses ambitions, vous lui donnez votre soutien et inversement. C'est tout cela qui, à force d'être appliqué, développe l'amour que se porte l'un à l'autre, et inversement, les sentiments se créant sur la présence bienfaisante de l'autre auprès de soi. Le plus difficile étant d'être constant et de ne jamais considérer l'autre comme acquis. Parce qu'une fois que vous considérez l'autre comme acquis, vous cessez inconsciemment, ou en tout cas vous baissez d'une manière significative l'intensité des efforts que vous faites pour le garder. Maintenant, il faut savoir si votre partenaire tient à vous ou pas. Donc vous avez passé, mettons, 5, 6, 8, 10, 12 rendez-vous, là comme ça, vous vous êtes vus, vous avez tout fait pour le mettre en valeur et entretenir la relation naissante. Et si vous voulez être sûr des sentiments de l'autre à votre égard, malheureusement, il n'y a qu'une chose à faire, c'est tester sa relation. Ça peut paraître cruel, mais c'est une réalité. Tant que vous êtes présent pour l'autre, tel que je vous l'explique, vous construisez quelque chose de fort. Arrivera un moment où vous allez prendre du recul pour laisser à l'autre le temps de savoir à quel point vous êtes important pour lui et à quel point vous pouvez lui manquer. Donc, l'idéal, c'est de vous absenter quelques jours et voir si votre partenaire prend spontanément de vos nouvelles, s'il s'inquiète de ce que vous devenez ou non. Une absence de quelques jours permet de réfléchir et de jauger à quel point vous êtes vital dans son univers. Et inversement, ça va vous permettre à vous de savoir à quel point il est important pour vous. Par contre, si vous tenez à votre partenaire, faites en sorte de réapparaître rapidement dans sa vie. C'est-à-dire que si au bout d'un jour ou deux, il n'a pas donné de nouvelles, laissez encore passer quelques jours. S'il continue à ne pas en donner, c'est qu'il ne tient pas à vous. Par contre, si vous annoncez une absence et qu'il réagit rapidement et que malgré votre absence annoncée, il vous envoie un texto en disant « tu me manques, je t'aime, j'espère que tu reviendras vite, j'espère que tout se passe bien », ne le laissez pas mijoter trop longtemps, parce que c'est sa réaction que vous avez attendue. Donc, s'il réagit trop vite, l'espace de manque n'a pas eu le temps de se créer, mais si vous laissez le manque devenir une absence prolongée, là vous risquez de tuer votre couple et donner le sentiment à votre partenaire que vous avez joué avec lui. Évidemment, quand vous reviendrez, ce sera avec le sourire et en lui signifiant à quel point il vous a manqué et à quel point votre partenaire est important pour vous. Évidemment, si votre partenaire ne vous a pas sollicité durant la période d'absence que vous avez annoncée, vous devriez avoir une discussion relative à l'importance de votre relation, et ce le plus rapidement possible. 2 réponses sont alors à envisager, soit vous vous êtes éloigné trop vite et la sensation d'importance manque n'a pas eu le temps de se créer, soit votre partenaire a profité de votre bienveillance, ou pire de votre naïveté. Mais s'absenter et avoir un retour de la part de votre partenaire permet d'être fixé sur la relation et de savoir avec certitude si vous êtes avec la bonne personne ou non. Il ne sert à rien à vouloir persister, à créer un couple avec une personne qui ne ressent pas le manque de votre présence. Ce qui va permettre de parler de l'infidélité et de la jalousie. L'infidélité, oubliez-la. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un. Vous n'êtes pas bien avec lui, dites-le lui, annoncez-lui la fin du couple et recommencez quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais avoir 2 ou plus de partenaires en même temps, ça finira par se savoir. Et ce jour-là, vous vous donnerez le prétexte
de clore votre relation à votre partenaire. Et s'il reste avec vous malgré tout, il vivra toujours dans le doute d'être de nouveau trompé. Si vous avez la chance de partager votre vie avec autrui, ne la gâchez pas. Si vous souhaitez être infidèle, c'est que votre partenaire ne répond pas ou ne répond plus à vos attentes. Dès lors, posez-vous la question, avez-vous parlé de vos attentes et de vos désirs, et est-ce que votre partenaire essaye d'y répondre? La jalousie se provoque. Si une personne vous accepte tel que vous êtes, arrangez-vous pour ne pas le rendre jaloux. Donc ne consacrez pas de temps à d'autres prétendants et à d'autres personnes qui sont considérées attirantes par votre partenaire et à d'autres personnes qui ont une attitude plus qu'amicale, parce que cela pourrait nuire à votre relation. N'oubliez pas que votre priorité est et restera votre couple. Vous faites des efforts pour le construire. Provoquer la jalousie de l'autre, c'est lui donner le bélier pour démolir le mur que vous... Enfin, le mur. Pour démolir la structure amoureuse que vous êtes en train de construire. Ayez conscience que tout ce que vous faites pour bâtir votre couple peut s'écrouler en un claquement de doigts. Et reconstruire une blessure est totalement illusoire. J'aimerais revenir rapidement sur le fonctionnement de la jalousie. En fait, c'est l'ensemble des sentiments ou des pensées d'insécurité, de peur et d'anxiété qui concernent l'anticipation de la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui a une grande valeur personnelle. Dit autrement, la jalousie, elle se provoque lorsque votre partenaire se sent en insécurité de par vos actions et qu'il a peur et qu'il est anxieux à l'idée qu'il pourrait vous perdre parce que vous êtes important pour lui. Donc, s'il est jaloux, c'est la démonstration qu'il vous aime. S'il manifeste la jalousie, c'est qu'il a peur de vous perdre. Mais être jaloux à outrance et vouloir vous étouffer n'est plus de la jalousie, c'est de la manipulation et c'est s'accaparer la personne que vous êtes. Ce qui crée la jalousie est donc l'ensemble des actes posés par les autres, et donc toutes les autres personnes, autour de la personne qui est importante à vos yeux. Elle peut ainsi se manifester si cette personne qui a de la valeur à vos yeux se détourne de vous ou se laisse emporter par d'autres. Le terreau fertile de la jalousie est certainement le manque de confiance en soi, tout comme en la solidité de son couple. Une autre lecture de cette même situation, peut-être sur un plan plus profond, serait de se demander sur quel sujet vous êtes réellement jaloux. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit une jalousie vers les autres qui arrive à attirer l'attention de votre partenaire? Et à ce moment-là, demandez-vous si vous faites ce qu'il faut pour garder l'attention de votre partenaire. Ainsi, si vous êtes reclus dans un coin et qu'on ne peut pas vous approcher, votre partenaire pourrait avoir envie de trouver quelqu'un de plus accessible. Cette forme de timidité peut se dépasser en acceptant d'ouvrir le dialogue et en expliquant ses peurs et ses craintes. J'avoue, c'est plus facile à dire qu'à faire, et encore plus aisé avec quelqu'un en qui on a une totale confiance. Mais cette confiance qu'on peut avoir du mal à donner, on a peur de la donner parce qu'on a peur de la perdre. Demandez-vous comment votre partenaire peut gagner votre confiance pour avoir plus d'aisance à vous ouvrir à lui. Également, si vous ne prêtez pas d'attention à ce que fait ou essaye de faire votre partenaire, en ne partageant que peu ou aucun centre d'intérêt ou activité commune, il est normal que celui-ci essaye de former un cercle d'amis autour de lui liés à ses activités. Et dans ce cas, ce n'est pas qu'il ne ressent plus rien pour vous, c'est qu'il a besoin de pouvoir s'exprimer. Donc si vous ne vous intéressez pas au sujet qu'il aborde, c'est normal qu'il aille en parler ailleurs. Pour pallier à cette situation, il vous faut des sujets communs, des centres d'intérêt communs et des activités à partager. Si vous êtes sans arrêt à dire non ou si seul votre avis compte, il est normal que votre partenaire se détache de vous parce que le non à répétition devient la réponse attendue à chaque question ou proposition et finit par freiner les initiatives. Ainsi, à force de ne pas être pris en compte, votre partenaire pourrait bien se tourner vers la personne qui va lui dire oui. Dans l'autre sens, dire constamment oui et ne pas avoir d'avis,
par conséquent, est également une source d'ennui menant à une situation de jalousie. En effet, votre partenaire pourrait se sentir le leader d'une relation et à terme, il pourrait vous reprocher de ne rien proposer. Si en plus vous ne mettez pas d'entrain à ce que vous faites alors que vous avez dit oui, je participe, votre partenaire pourrait vous considérer comme un boulet. Cependant, cette situation est plutôt une façon d'illustrer un des fantasmes préférés des hommes, à savoir la femme parfaite, silencieuse et soumise. Honnêtement, je ne vous conseille pas d'aborder cette attitude, mais plutôt de la garder comme un jeu érotique à appliquer une fois de temps en temps. Également, porter trop d'attention à l'autre en surveillant et en faisant strictement tout avec lui, ou pire, pour lui, va également mener à une situation où l'autre pourrait bien avoir envie d'aller voir ailleurs, à chercher du réconfort dans une relation moins étouffante, où il dispose de quelques libertés et de moments intimes propres à lui. Être excentrique à outrance peut également nuire au couple. Si votre comportement est trop exubérant, il pourrait arriver à déranger votre partenaire. En gros, l'art d'être soi-même sans s'étouffer d'une jalousie ne repose que dans le juste milieu de toutes ces variantes, à savoir être accessible, savoir donner de l'attention à l'autre, savoir dire oui et savoir dire non, c'est-à-dire poser ses limites, tout en laissant une certaine liberté d'action et de réaction à l'autre. Cependant, être un tout petit peu jaloux pour rappeler à l'autre qu'on a du désir pour lui, une certaine envie d'exclusivité et la peur de le perdre, n'est jamais pour déplaire. C'est l'abus de cette exclusivité qui devient nuisible. À ce stade, n'oubliez pas de vous intéresser aux passions de votre partenaire et prenez-y une part active. Soyez heureux de faire des choses avec lui et incluez-le dans vos propres activités. Pour rappel, et j'insiste, ce n'est qu'en passant du temps ensemble que vous ferez croître l'envie et le désir. N'oubliez pas de rester discret sur votre vie de couple. En effet, vous avez construit quelque chose, vous avez installé un moment de distance pour jauger de l'attitude de votre partenaire et de savoir à quel point il tient à vous. À partir de là, tout ce qui va se passer est de la sincérité pure. Et donc l'intimité qui est propre au couple et qui ne regarde plus que vous deux. Parce qu'à ce stade, vous n'avez plus besoin de confirmer ce que l'autre fait vis-à-vis de vous, puisque vous en avez la certitude. Et donc, tout ce que vous faites à deux et vos activités dans la chambre à coucher ne regarde plus les autres. Ni vos parents, ni ses parents, ni vos amis, ni vos proches. Ce sont des choses qui devraient rester strictement entre vous et vous épanouir uniquement vous. Il me reste à dire que dans une relation, peu importe l'âge, parce qu'en fait, une personne plus jeune que vous, vous aurez tout à lui apprendre et à la guider sur le chemin de la vie. Et une personne plus âgée vous apprendra ce que vous ignorez. Alors, quand je dis que l'âge importe peu, on s'entend bien. Il faut que tout le monde soit majeur et consentant. Ceci dit, avoir une différence d'âge plus ou moins importante n'est pas si dérangeante que ça. Il me reste à vous donner rendez-vous dans le prochain podcast où l'on va parler de comment éviter d'être un non-couple autant que d'éviter un état qui est plutôt dérangeant, c'est-à-dire la vanille. Voilà, épanouissez-vous, soyez heureux et à très bientôt.